Bonsoir Romuald, bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans l'œil du coach, nous allons nous intéresser à une thématique importante. Nous avions commencé déjà par parler du coaching. On sera toujours collé à cette discipline et ce sera bien évidemment l'évolution du coaching et ce sera avec Justino Vieira. Bonsoir coach Justino. Bonsoir Rodrigue, bonsoir Romiade, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, vous êtes coach, formateur, auteur du livre La science du coaching qui est consacré au mois de novembre, qui est dédié au mois du coaching. C'est exact. Alors, avec vous, nous allons nous intéresser à l'évolution de la science du coaching, comme vous l'avez dit dans votre ouvrage. D'abord, on va commencer par planter le décor en nous intéressant à l'étymologie du thème coaching ou du thème coach. Merci beaucoup. Je salue une fois encore les téléspectateurs. Je salue l'équipe de ETL pour le travail formidable que vous effectuez ici. Eh bien, vous savez, je dis bon mois du coaching à tout le monde, puisqu'il faudrait le rappeler. Novembre est consacré au coaching. Et nous sommes très heureux, nous, coach Justino Vieira, de voir notre ouvrage intitulé La science du coaching référencé comme l'ouvrage du mois. C'est un plaisir pour nous. Et vous savez, lorsqu'on parle de l'étymologie du coaching, il faut comprendre que le mot coach vient du français. Coach qui s'écrit C-O-C-H-E. C-O-C-H-E. Le coach. Et jusqu'à présent, lorsque vous allez dans votre dictionnaire et vous cherchez coach, vous allez lire qu'il s'agit d'une voiture conduite par des chevaux et qui servait au transport des personnes et des biens. Ça voudra dire que le coach, étymologiquement, c'est un moyen de transport qui servait au transport des personnes et des biens. Mais il faut reconnaître qu'à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, précisément, cette voiture, ce moyen de déplacement, oui, a été changé par ce qu'on appelle les conduites d'attelage. Et c'est devenu pratiquement un sport réservé à la classe des élites, à la classe bourgeoise. D'où on dira que étymologiquement, intrinsèquement, le coaching est réservé aux nobles. C'est pour ça qu'on dit ce sont les riches qui font du coaching. C'est pour ça les prolétaires n'ont pas connu le coaching. Donc nous appliquons aujourd'hui une discipline, un métier des riches. Bienvenue dans la classe des riches donc. Bienvenue donc dans la classe des riches. Bienvenue sur l'émission des riches aussi. Bienvenue sur l'émission des riches, absolument. Alors nous allons nous intéresser à l'évolution, comme je l'ai dit au départ. On va s'intéresser dans un premier temps aux différentes versions du coaching. Quelle est déjà la première version? Il y a eu 2 temps. L'évolution du coaching a été marquée par 2 temps. Le premier temps, c'est le temps traditionnel. Vous savez, je suis peiné et c'est par ignorance, par manque d'information qu'on dit quelque chose est venu aujourd'hui qu'on appelle coaching. Quand j'entends ça, je dis non. Le coaching est né 500 ans avant Jésus-Christ. Je dis bien 500 ans avant Jésus-Christ. Et le précurseur, celui à qui nous devons ce mérite, ce travail laborieux sur le coaching, c'est bien évidemment Socrate. Socrate est le précurseur du coaching. Donc, si on doit réclamer, accorder la paternité du coaching à quelqu'un, c'est bien entendu Socrate. Est-ce que les philosophes seront d'accord avec vous parce qu'on lui attribue la philosophie? Ah, mais vous savez, ce sont des disciplines qui se rejoignent. Parce que lorsque vous prenez Socrate, il a développé l'art du questionnement. Et ce qu'il faut repréciser, c'est que lorsque Socrate appliquait le coaching, ce n'était pas sous le mot, ce n'était pas sous le vocable coaching, mais on parlait de la maïeutique. Et lorsqu'on dit la maïeutique, c'est l'art d'accoucher les esprits. Et Socrate appuie, soutient son style par ce que nous appelons le questionnement. Rappelez-vous, lui qui, à chaque question que lui posaient ses élèves, que lui posaient ses disciples, il en répondait par d'autres questions. Et c'est pourquoi, par pratique, par déontologie, le coaching pose beaucoup de questions. Lorsque vous posez des questions, vous questionnez l'être, vous questionnez le subconscient, vous renvoyez l'être à aller explorer. Et d'où on dit, quand vous posez une question, on vous envoie en mission. Va découvrir, va chercher, va explorer pour me sortir la réponse. Donc c'est le premier temps. Le temps traditionnel. Très longtemps avant Jésus-Christ. Très longtemps avant Jésus-Christ.
très longtemps avant Jésus-Christ. Donc c'est pas ignorance ou pas malcompréhension du terme qu'on dit qu'un nouveau métier est né. Non, le coaching n'est pas un nouveau métier. Jésus est un coach. Vous savez, les ancêtres, le roi Béanzin, le roi Akaba, ils sont des coachs. Le coaching, c'est quoi? C'est amener l'être à faire ressortir son potentiel, amener l'être à amener à la surface le trésor qu'il porte en lui. C'est ça le coaching. Et des gens l'ont fait avant Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a fait. Et des gens l'ont fait après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Donc, quand on parle de coaching, c'est quelque chose que nous côtoyons au quotidien parce que les gens ont lu la Bible, ils vont à l'église, ils écoutent. C'est juste l'appellation c'est juste l'appellation. Et nous venons de voir pourquoi étymologiquement le mot coach est imposé, c'est imposé. Mais ce qui va nous soutenir, ce qui va renforcer davantage ce déblayage notionnel sur le coaching, c'est le deuxième temps. Le deuxième temps qui est le temps moderne. Où nous allons évoquer un nom qui a vraiment fait ce travail, Timothée Galwell. Timothée Galwell, pour ceux qui ont fait l'histoire, c'est un pédagogue de l'université Harvard aux États-Unis. Mais à un certain moment donné, il a même écrit un livre, The Inner Game of Tennis. Il a expliqué dans ce livre comment on peut amener un joueur qui applique du ski, qui applique du tennis, qui s'applique au golf, à réussir à atteindre des performances, à avoir un meilleur rendement, mais en questionnant son être. Il a fait un travail intérieur. Il a opposé à la méthode ex-cathedra, ce que nous appelons la méthode ex-cathedra, c'est cette méthode-là où le joueur va sur le terrain, on lui applique une dose de technique pour qu'il parvienne à avoir une meilleure performance. Mais Timothée Galwell a dit non. Il faut apprendre aux joueurs à identifier les freins, lever ses freins et maintenant se ressourcer, mobiliser ses capacités, retrouver une sensation de vainqueur à l'intérieur avant de l'envoyer sur le terrain. Et c'est ce qu'il a fait tout le temps. Si bien que lorsqu'on applique la méthode de Timothée Galwell, on a vu que les joueurs ont réussi. On a vu qu'ils ont eu une meilleure performance que ce qu'ils avaient d'habitude. Alors, le coaching vient de déposer ses valises dans l'arène sportive. Parce que ça donne un avantage. Il y a plus de questionnements, on sollicite plus l'être humain à travailler sur son être intérieur et à l'opposé, il y a moins d'aspects techniques. Donc c'est ce qui s'est passé et le coaching vient ainsi d'être consacré dans le domaine sportif. D'où on dira, mais quand j'entends coach, c'est d'abord le domaine sportif. Oui, c'est le domaine sportif parce que l'aspect professionnel, l'aspect légendaire du coaching a été marqué grâce à Timothée Galwell, mais dans le domaine sportif. Ce n'est qu'après, à la fin des années 70 et début 80, voilà, que le coaching a quitté le domaine sportif et a commencé par s'impliquer dans le monde ordinaire. Dans les entreprises, dans la vie familiale, un peu partout. C'est à la fin des années 70, début 80. Et là, on dira que l'approche professionnelle du coaching a commencé dans les années 70 grâce à Timothée Galwell qui est un Américain, d'où la vérité selon laquelle le coaching est américain. Le coaching est américain. J'espère que les téléspectateurs sont en train de suivre cette logique-là. Nous sommes en train de découvrir peu à peu ce qu'on appelle coaching. Et quand on dit coaching, sûrement que quelqu'un vous a coaché une fois déjà dans votre vie et la personne n'est pas forcément coach professionnel. Maintenant, lorsque nous allons nous intéresser à l'approche moderne du coaching, quels sont les objectifs principaux du coaching professionnel, ce que vous exercez comme métier? Heureusement que vous avez précisé principaux, parce que les objectifs sont nobles, ils sont nombreux, on peut même en citer une centaine, plus de 200, ainsi de suite. Mais lorsqu'on parle des objectifs principaux, il faut partir de la finalité. Le coaching vous amène où? Quelle est la destination du coaching? Le coaching permet à l'homme de s'accomplir. La finalité du coaching, c'est l'accomplissement de soi. Et nous l'avions évoqué une fois déjà sur ce plateau. Oui. L'accomplissement de soi.
l'art d'amener l'homme à accoucher son esprit. La maïeutique développée 500 ans avant Jésus-Christ par Socrate, qui est toujours d'actualité. Il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de séparation. Ce n'est qu'une suite. Lorsque nous savons que le coaching a pour finalité l'accomplissement de l'homme, l'accomplissement de soi, et Frantz Fanon dira, chaque homme dans une relative opacité doit découvrir sa mission, soit l'accomplir ou la trahir. Ça veut dire que le coaching qui aujourd'hui s'applique dans notre génération et qui a pris d'ampleur, c'est que cette génération doit découvrir sa mission et l'accomplir. Mais découvrir sa mission et l'accomplir nous amène aux 4 objectifs principaux du coaching. Et le premier, c'est d'abord la reconnaissance de l'identité. Qui suis-je? Socrate dira, connais-toi toi-même. Qui suis-je? C'est d'ailleurs le premier point, le premier objectif phare. Qui suis-je? La reconnaissance de l'identité. Lorsque l'homme parviendra à reprendre sa connexion avec son être intérieur, il comprendra qu'il est une personne unique. Il ne va pas s'agir donc de se singulariser, mais plutôt de se distinguer. D'où le premier objectif, la reconnaissance de l'identité. Lorsque je sais qui je suis, ça m'amène au deuxième objectif, la recherche de l'autonomie. Je ne cherche plus donc à me voir à travers le miroir des autres. La recherche de l'autonomie. Je ne cherche plus donc à être lié par des règles qui ne sont que des impositions du monde. Mais je suis connecté à mon être intérieur. D'où deuxième objectif du coaching, la recherche de l'autonomie. La recherche de l'autonomie, vous dites que il faut véritablement se prendre en charge et ne pas respecter les règles qui sont imposées par les autres. Parfois, les règles sont inéluctables. On ne peut pas ne pas respecter des règles. Il y a parfois même des règles qui ne sont pas bien pour nous, puisque, comme l'a dit Jésus-Christ, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que vous demandez à ce qu'on ne respecte pas les règles de la cité quand ça ne nous avantage pas? Le coaching n'appelle pas l'indiscipline. Le coaching appelle à la discipline, d'où la discipline coaching. Mais ce que nous voulons dire, c'est comme le café. Celui qui applique le coaching doit être comme le café. C'est-à-dire? Le café connaît qui il est. Il sait qu'il a la capacité de changer la couleur de l'eau. Pourtant, quand vous le mettez dans l'eau, il va en bas. Tout simplement. Il va en bas tout simplement. Et depuis le bas, il impose, il transforme l'eau. C'est ce que celui qui est coach ou pratiquant du coaching doit faire. Ne pas se démarquer, ne pas dire moi je ne suis pas dans ma réalité. Être dans la foule, mais savoir qu'on a le devoir, un peu comme le café, d'imposer, de faire prendre, d'enraciner les bonnes manières, d'enraciner la connexion du monde et non la connexion des règles. C'est ça que vous l'avez dit dans le premier objectif, vous disiez qu'il faut se distinguer. Il faut être dans le monde, mais se distinguer du monde. de la foule. C'est en ça qu'il dit que Jésus est un coach. Je ne suis pas de ce monde. Si j'étais de ce monde, les gens courront, mes soldats seront là pour me défendre. Je ne suis pas de ce monde. Donc, nous-mêmes ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes là pour la mission de la fécondité. Remplissez la terre. Malheureusement, on l'a compris sur le côté des livres. Quand on dit soyez fécond, on dit c'est Dieu même qui a dit se multiplier. Non, soyez fécond, soyez productif. Transformez le monde. Vous êtes le sel de la nature. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. D'où la deuxième étape, le deuxième objectif, la recherche de l'autonomie. Mais à côté, il y a le troisième objectif, la mobilisation des capacités. Et lorsque nous parlons de la mobilisation des capacités, c'est aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur. Lorsque vous prenez les capacités de point de vue intérieur, c'est l'identification des talents, peaufiner le talent, ramener le talent suivant les normes sociales, ce qui rejoint votre question. D'où le coach ne dit pas aux gens de ne pas se conformer aux règles du monde. Mais je connais mon talent, j'aime chanter. Mais si je n'apporte pas, si je n'élève pas mon talent suivant les normes sociales, j'aurai le talent, mais qui ne va pas servir à grand chose. Parce que je ne l'ai pas porté, je ne l'ai pas élevé suivant les normes de la société. D'où il faut porter ça
suivant les normes de la société. Mais de point de vue extérieur, mobiliser les capacités de point de vue extérieur, ça fait appel à la gestion des ressources, ça fait appel à la compétence relationnelle, le leadership, le management, la gestion de l'équipe, tout ce qui va avec, la prise de parole en public. Lorsque nous parlons de la procédure parlementaire, voilà autant de choses qui relève du troisième objectif du coaching. Et alors, quand vous parlez de mobilisation des capacités sur le plan physique, ça se voit, on apprend le leadership et c'est physique. Absolument. Lorsque on repart un peu à la mobilisation des capacités intérieures, comment ça se fait réellement? La mobilisation, je pense qu'on a fait cet exercice ici une fois. La mobilisation des capacités intérieures part du voyage vers soi. Ça part du voyage vers soi, c'est à travers le voyage vers soi. Oui, et on en a véritablement parlé. On en a véritablement parlé. Oui. Et le quatrième objectif pour finir, c'est le passer à l'action. C'est ça le coaching, passer à l'action. Un coach n'est pas un théoricien, mais c'est un homme qui agit. C'est un homme qui agit. Une fois sans action et une fois morte, a-t-on dit dans la Bible. D'où le coaching ne se détache pas de la Bible. Au contraire, le coaching tient aussi son enracinement de la Bible. Passer à l'action, est-ce que le coach passe au coach de passer à l'action, au coaché de passer à l'action? Le coach, comment ça se passe là? C'est au coaché. Le coaching, offre un accompagnement pour passer à l'action. Parce que dans tout ce que nous disons, ça met en relief deux personnes. Un coach? Un coach et un coaché. Le coach accompagne le coaché, que ce soit dans le premier objectif qui est la reconnaissance de l'identité, que ce soit dans le deuxième objectif qui est la recherche de l'autonomie, que ce soit dans le troisième objectif, la mobilisation des capacités, que ce soit dans le quatrième qui est de passer à l'action, le coach est là, mais offre une assistance, accompagne. C'est le coaché même qui fait son travail. La preuve, lorsqu'on dit coach en entrepreneuriat, ce n'est pas le coach qui va créer l'entreprise pour le coacher, mais il lui offre les outils, il ouvre son esprit. Le coach, c'est un éveilleur, il éveille, il ouvre les auspices, les horizons du coaché pour qu'il puisse appréhender, mieux maîtriser les réalités de son moment, les réalités de son état. Alors, une dernière question, toujours par rapport à l'action. Est-ce que l'action que nous devons poser ne doit pas être bien réfléchi, parce qu'il y en a qui disent passer à l'action. Non, il ne va pas s'agir de passer à l'action à toute tête. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le coaching n'appelle pas au vent en guerre. Le coaching n'appelle pas à une pression infinie. Non, c'est-à-dire tout une méthode. 3 principalement. J'identifie mon talent. Première étape. Je perfectionne mon talent, c'est-à-dire j'amène ça sur les normes sociales pour que ça soit accepté. Je suis une formation, je me perfectionne, je trouve des cadres d'immersion. Deuxième étape. Et troisième étape, je mets ça sur de la société. Et c'est le fait de mettre ça sur de la société qui impose l'action. Parce que lorsque je finis de me faire former, aujourd'hui on parle de chômeur parce qu'il y a un manque d'endurance. Le passage à l'action n'est pas bien structuré. Voyez-vous. Il faut passer à l'action, mais bien passer à l'action. Et bien passer à l'action. Merci à vous, coach Justino Vieira. Avec vous, nous avons parlé de l'évolution du coaching, l'évolution de la science du coaching. Et je rappelle que vous êtes coach, formateur et auteur du livre La science du coaching. On va sûrement se retrouver pour plus approfondir cette discipline, cette science du coaching. Merci à vous. Ça, c'est avec le même plaisir. Merci à vous également.